Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer et nous accueillerons progressivement les quelques retardataires au fur et à mesure de cet atelier conférence. Alors tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette première à ressources. Cet atelier conférence est organisé dans le cadre de la fête de la science qui a lieu en ce moment même en France métropolitaine depuis le 7 octobre. Ressources, notre think tank existe maintenant depuis près d'une vingtaine d'années. Ressources est née en 2004 lors d'un colloque fondateur sur le droit à l'eau et à l'énergie à Libreville, au Gabon. Et depuis 18 ans, nous essayons de construire des cercles de réflexion et de plaidoyer pour un accès, une gestion, une maintenance et un financement des services essentiels, notamment dans les pays du Sud et en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Notre think tank rassemble aujourd'hui plus d'une centaine de contributeurs et 39 membres qui sont tous issus de milieux très variés et dont certains d'ailleurs sont présents. Monsieur Bourgarel et Dorego, bien sûr, qui vont encadrer et animer cette session, mais également Pierre-Frédéric Tenière-Buchot et Martine Vullierne qui sont ici avec nous. Merci beaucoup. La thématique de cet atelier conférence, et excusez-moi bien sûr, ça m'a semblé une évidence, notre chère présidente Patrice Fonlia de ça également. Notre atelier conférence d'aujourd'hui porte sur le thème économie locale et approche ascendante, la gestion des services essentiels par les populations locales, enjeux, limites et perspectives. À travers cette thématique, qui bien sûr est assez large, et il est très probable en fait que ce premier atelier conférence soit en fait le premier d'une série de plusieurs ateliers conférences qui auront lieu au cours de l'année et jusqu'en juillet 2023. Cette thématique, donc, qui est assez large mais très nécessaire pour nous, nous permettait de venir mettre en avant trois sujets clés que nous essayons en fait de garder en tête dans les différentes réflexions et conférences que nous mettons en place, à savoir la question de l'inclusion des quartiers et des populations marginalisées, la question également des acteurs et potentiellement d'une collaboration multi-acteurs et de la prise en compte de la coordination d'un ensemble de services, et enfin la question de la création d'une culture de service. Donc ça, ce sont des éléments que nous allons peut-être et probablement être amenés à discuter au cours de cette séance. La continuité des services, les modalités de gouvernance et les nouvelles cultures autour de ces services essentiels. Euh, Comme vous le voyez, il s'agit d'une discussion Zoom, parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir ce format interactif. Toutefois, je vais vous demander de maintenir vos micros fermés lorsque vous ne prenez pas la parole et lorsque vous souhaitez interagir, que ce soit pour rebondir sur ce qui a été dit, répondre à des questions, faire des partages d'expériences ou vous-même poser des questions, vous pouvez le faire en réagissant et vous pouvez notamment réagir en levant la main. Vous avez notamment dans la partie basse euh, réaction. Donc, vous pouvez appuyer sur plus. Ensuite, il y a réaction. Et dans réaction, vous pouvez lever la main, comme je viens de le faire par exemple. Et nous, ensuite, sur le chat, nous allons faire une sorte de liste des prises de parole et de sorte à pouvoir distribuer la parole de manière la plus fluide, mais sans que l'on se la coupe. Je vais maintenant passer la parole à Rémi et Wilfried qui vont se présenter et animer et cadrer le reste de cet atelier. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour, ravi de vous voir pour cette discussion matinale. J'espère que c'est pas trop tôt pour vous. Je suis Wilfried Loriano Dorego. Mon métier est, je suis expert comptable de formation et je m'intéresse au sujet de développement, bien entendu, par ma casquette du CPA, mais également à travers mon métier, surtout au niveau
du financement des infrastructures. J'accompagne beaucoup de mes clients qui sont des fonds et qui sont intéressés pour financer des infrastructures. Et parfois, ça peut être dans des infrastructures de biens essentiels. Et je serais ravi d'échanger avec vous sur la thématique, qui est une thématique nouvelle, parce que là, il s'agit en fait de dire finalement comment euh, euh, inclure les acteurs locaux dans la gestion des biens essentiels, comment avoir une approche ascendante, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent le bottom-up, et comment inclure euh, la plupart dans ces environnements, le secteur informel est relativement large, les acteurs ne sont pas toujours structurés, comment les impliquer dans la gestion des biens essentiels qui sont... Et d'ailleurs, c'est quoi les biens essentiels? Je pense que c'est peut-être un bon point de départ. Rémi, peut-être que tu veux reprendre la balle au bon sur ce questionnement sur qu'est-ce que c'est les biens essentiels. Est-ce que c'est pour les villes? Est-ce que c'est pour les villages? De quoi parle-t-on en fait? Merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Bourgarel. Donc, je suis membre de Ressources aussi. Mon profil est tout à fait complémentaire à celui de William, que et moi, ce qu'on peut appeler un homme de l'eau. Je travaille dans le secteur depuis presque 30 ans maintenant, et en particulier, j'ai dirigé des sociétés d'exploitation, donc côté opérateur d'eau, en Afrique, au Moyen-Orient, avec pour mission principale dans ces géographies le développement de l'accès à l'eau. Alors j'ai été sollicité par Ressources et je suis vraiment très heureux d'être partie prenante de cet atelier, puisque ça va me permettre d'intervenir sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, pour donner la vision, ou ma vision, mais une vision en tout cas, on va dire côté opérateur ou côté du technicien, de ce développement de l'accès à l'eau. Alors, comme le dit effectivement, suggère Fried, le premier point, c'est peut-être en matière pour fixer le sujet, de bien définir, ou aborder en tout cas de quoi on parle. Donc effectivement, le premier point, c'est le service essentiel. Donc j'ai beaucoup parlé de l'eau, parce que l'eau, je pense que tout le monde s'accorde sur le sujet, c'est un bien essentiel. Euh, dans, dans les objectifs de développement durable de l'ONU, l'objectif numéro 6 parle bien d'accès à une eau saine, enfin, au service de l'eau et de l'assainissement. Mais c'est vrai qu'au-delà de l'eau, il est courant, il est d'usage en tout cas, d'intégrer, d'y adjoindre tous les autres services qui font en fait une vie tout simplement possible. Alors, l'ONU parle d'une vie durable. La vie possible, c'est celle effectivement qui est durable. Donc, dans les services essentiels durables, il est quand même courant d'y adjoindre effectivement l'accès à l'électricité, puisque sans électricité, il est quand même assez compliqué d'imaginer une vie, enfin, une vie simplement. Il est également courant d'y adjoindre les services de collecte et de traitement des déchets ou d'évacuation des déchets, notamment dans les milieux urbains. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin que ça, y adjoindre l'accès aux services de soins, l'accès à l'éducation, l'accès à beaucoup d'autres services. Chez Ressources, on se concentre sur les sujets d'accès à l'eau, d'accès à l'assainissement, d'accès à l'électricité, déjà sur ces services-là. Voilà. Donc ça, c'est une vision, j'allais dire, côté un peu homme du métier. Mais peut-être Wilfried, du côté, j'allais dire, Alors, du client, tu as peut-être alors, un avis différent. voilà, et je pense que peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, et pour qu'on comprenne bien quels sont les enjeux en fait. Euh, la population africaine représente 15% de la population mondiale. Et cette population-là se développe très rapidement. Et il y a à aujourd'hui l'accès à l'eau
de cette population-là est de l'ordre de 24%. Ça, c'est une déformation professionnelle. Je suis expert comptable, donc je donne des chiffres, mais je pense que ça permet juste de cranter l'ampleur de ce dont on parle. Donc, 24%, 15% de la population mondiale, mais l'accès à l'eau est seulement de 24%. Et puis, l'accès à l'électricité, euh, un Africain sur deux a accès à l'électricité dans le meilleur des cas. Euh, le déchet, le traitement du déchet, c'est encore plus compliqué. Euh, et la période de Covid que nous venons de vivre laisse penser que, en réalité, la santé est aussi un bien essentiel aussi fort. Si on n'a pas déjà l'eau potable, comment peut-on traiter dans une période de pandémie les enjeux d'eau potable dans une période de pandémie, sachant que le premier des gestes barrières, c'est se laver les mains. Et si on n'a pas de l'eau potable, le sujet est bien compliqué. Et le dernier point que je voulais rajouter, cher Rémi, pour compléter le tableau, c'est que en réalité, euh, euh, un Africain sur deux a aujourd'hui un compte mobile. Et, et pouvoir en réalité charger un crédit pour avoir accès à l'eau potable, gérer sa consommation d'eau, gérer sa consommation d'électricité et utiliser la data des téléphones mobiles pour piloter finalement l'accès à ces biens essentiels est aussi un facteur d'inclusion. Donc on voit bien que l'inclusivité, en réalité, si on n'a pas de téléphone, on est exclu, on peut être exclu des biens essentiels que nous avons définis préalablement. Donc, le sujet d'inclusivité des biens essentiels, pour moi, mon cher Rémi, euh, le téléphone, le mobile, c'est aussi un bien essentiel, surtout dans un environnement informel. Je sais que c'est pas notre priorité dans nos discussions, mais vois-tu, dans un environnement informel où finalement, si on veut atteindre et on veut inclure davantage de populations, le digital, le mobile est un facteur essentiel. Voilà, je te repasse la parole. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais voilà. Et une fois qu'on aura fait ce tour-là, et l'autre élément peut-être avant que je te laisse la parole, c'est de dire finalement, est-ce qu'on parle des villes ou on parle des campagnes? Euh, euh, Voilà. Alors, ben, c'est ça, c'est exactement l'intervention que je voulais, le complément que je voulais apporter à ton intervention. Alors, je partage ce que tu viens de dire, et en tant qu'opérateur, je l'ai vécu. J'ai travaillé un certain nombre d'années au Niger, et effectivement, en tant qu'opérateur, on a bien compris, on a travaillé beaucoup, de pouvoir offrir aux usagers, aux abonnés du service de l'eau, cette possibilité de régler leur consommation via le téléphone, tout simplement parce que sinon, beaucoup d'entre eux ne le faisaient pas. Mais alors, le corollaire, c'est que du coup, ceux qui n'avaient pas accès à ce service-là avaient des difficultés. Mais alors, derrière ces éléments-là que tu as ajoutés, moi j'y vois deux points, toujours dans cet objectif de cerner un petit peu le sujet. C'est euh, la différenciation entre les services urbains des villes et les services ruraux. Et ça, aujourd'hui, en matière de développement de l'accès, ou en tout cas de politique de développement de l'accès aux services, qu'ils soient d'ailleurs des services d'eau, comme je l'ai cité, d'électricité, ou bien y compris de services de mobile, hein, ou tous les autres services, on voit que c'est discriminé, c'est complètement discriminé, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même politique. Et derrière ça, le deuxième point, un deuxième point, c'est en fait quels sont les acteurs. On n'a pas les mêmes acteurs pour ce qui est du développement de l'accès à l'eau ou aux services essentiels en milieu urbain, ou du développement de l'accès des services en milieu rural. Les bénéficiaires ne sont pas, les parties prenantes ne sont pas non plus les mêmes. Et le dernier point, enfin, que je vois dans ton intervention aussi,
c'est le sujet du prix de l'accès, puisque tu as soulevé le sujet de l'accès au mobile et à la data pour payer le service. Ça sous-entend que ces services ont un coût. Et derrière ça, il y a effectivement toute la politique ou toute la stratégie du coût de l'accès à ces services, du coût de ces services même. Donc voilà, pour cerner le sujet, il est important qu'on définisse bien, qu'on ait bien en tête quelles sont les parties prenantes, de quoi on parle. Et en fait, on s'aperçoit que les parties prenantes sont multiples, sont complètement variables d'une géographie à l'autre, en milieu urbain, en milieu rural, ou d'un pays à l'autre, d'un usage à l'autre, puisqu'il y a aussi des usages qui sont différents. Quand on parle de services essentiels au sens développement objectif de développement durable de l'ONU, on parle surtout de l'eau potable, donc d'un usage domestique. L'eau potable, c'est pour un usage domestique, mais on sait que derrière, des usages sont multiples pour une vie décente. Il y a un usage agricole, il y a un usage sanitaire, il y a un usage pour l'hygiène, il y a un usage industriel même ou industriel de base. Les usages sont multiples, les usagers sont multiples, et dès qu'on parle d'usage, d'usagers et de prix au service, bien entendu, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on commence à parler de gouvernance, parce que la gouvernance a aussi pour rôle de d'équilibrer, enfin de rendre compatible autant que faire se peut tous ces différents usages. Voilà, je pense que ça permet un peu de cadrer. Et alors pour cadrer, au-delà de ce que je viens de dire, ce serait aussi intéressant, parce que là j'ai parlé du point de vue, j'allais dire, de celui qui offre ce service ou qui développe ce service. Ce serait intéressant aussi d'avoir ton point de vue sur quels sont ces acteurs, justement, Ouais, ces parties prenantes ouais. qui permettent de favoriser, à qui il faut qu'on s'intéresse pour développer, pour favoriser le développement de ces services et une gouvernance qui puisse être la plus adaptée possible à ce service qu'on cherche à développer. Alors, je vais en cavalcade, pêle-mêle, je vais lister les acteurs qui me viennent à l'esprit. Il y a bien entendu les clients eux-mêmes, enfin, les consommateurs. Il y a les ONG, les associations qui s'impliquent de plus en plus sur les sujets d'inclusion et qui sont portés sur ces sujets de services essentiels. Il y a la société civile depuis une vingtaine d'années est très très partie prenante de la gestion de ces services essentiels-là. Et bien entendu, il peut y avoir les municipalités, parfois l'État. Et donc, quand on met au bout à bout tous ces acteurs-là, chacun, et puis il y a la coopération, parfois, il peut y avoir la coopération. Parce qu'il faut aller chercher parfois les sous pour financer ces projets. Et donc, beaucoup de ces projets-là, beaucoup de ces biens arrivent en mode projet, en fait. Et donc, dès qu'on parle, on est en mode projet, se pose la question finalement de la coordination, de l'organisation et de la régulation du cadre et des acteurs qui ont souvent des intérêts, je dirais, pas contradictoires, mais en conflit. Et c'est là qu'arrive, vu la multiplicité de ces acteurs finalement, qu'arrive la nécessité de savoir qui fait quoi pour une meilleure efficacité, pour que le projet avance et pour qu'il y ait du contrôle, en fait. Et la gouvernance n'est que la résultante finalement de la multiplicité des acteurs et parce que on a une approche ascendante au plus proche du terrain et qu'on veut inclure les acteurs le plus proche du terrain, la gouvernance, la notion de gouvernance est adaptée, est à réinventer pour que toutes ces parties prenantes-là soient impliquées. On peut prendre des exemples pour l'illustrer. L'exemple que j'ai en tête, par exemple, c'est au Ghana. Au Ghana, je pense que les utilisateurs sont associés à la gestion des équipements et à la distribution de l'eau. Et donc, il a fallu trouver le modus operandi pour le faire. Et je pense que j'ai évoqué tout à l'heure
le fait également d'utiliser le digital permet également une certaine transparence dans cette gouvernance-là. Et voilà, donc au fond, c'est la multiplication des acteurs qui renforcent la nécessité, l'acuité d'avoir une gouvernance très claire, très transparente pour que chacun sache comment se mouvoir en fait. Alors, si je peux me permettre, je ne sais pas s'il y a déjà des questions si on peut regarder, mais pour compléter ce que tu viens de dire, et c'est un peu, j'allais dire, un retour du terrain, j'allais dire, mon expérience personnelle me fait dire que, et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur cette discrimination entre rural et urbain, l'approche est fondamentalement, en vrai, je parle en vrai, pas en théorie, mais en vrai, elle est fondamentalement différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le milieu urbain, les acteurs de fait, c'est-à-dire ceux qu'on va retrouver sur le terrain, c'est essentiellement les autorités publiques, c'est-à-dire le pouvoir politique en fait qui est en charge du développement de ces services, du développement des infrastructures, parce qu'en milieu urbain, on parle souvent de développement d'infrastructures. On va retrouver les bailleurs de fonds, donc qu'ils soient essentiellement institutionnels, coopération multilatérale ou bailleurs de fonds internationaux. Et ces institutions ont une approche, j'allais dire, entre guillemets, standard. C'est-à-dire que leur instruction, le développement de ces projets suit un processus standard et on retrouvera un processus grosso modo le même qu'on se trouve au Niger, au Tchad ou en Côte d'Ivoire ou au Ghana ou dans un autre pays. La société civile, les usagers, finalement, ont un rôle qui est largement limité en milieu urbain. Ce n'est pas le cas en milieu rural. En milieu rural, la demande, les projets émanent, alors pas toujours bien entendu, mais émanent de l'utilisateur final et donc qui va jouer un rôle beaucoup plus important dans la définition du projet, dans le suivi du projet et ensuite, surtout, dans l'exploitation, dans l'usage qu'on fera des infrastructures ou des services qui vont être délivrés. Donc ça c'est un point qui est important parce que la gouvernance, finalement, c'est en fait la manière dont on organise ce service et la manière dont, avant de l'organiser, on va développer ce service. Et cette gouvernance, au plus elle est large et au plus elle associe des parties prenantes différentes, variées et dont les intérêts ne sont pas forcément les mêmes, au plus on a de chances qu'elle soit performante, efficace et permettra au final fera en sorte que le service réponde à son objectif. Alors, cher Rémi, maintenant, tout ça c'est bien beau, mais qui c'est qui paye en fait? Ça sous-entend qu'il y a un coût. Ça sous-entend qu'il y a un coût. Parce que si on se poserait on se poserait pas la question de payer. Ouais. Aujourd'hui, personne ne dira effectivement, ça a changé, hein, il y a une évolution dans ce sens-là, mais personne ne dira aujourd'hui que ces services essentiels, on parle de l'eau ou de l'électricité, ou enfin, quel que soit le service, personne ne dira qu'il n'a pas de coût. Il a un double coût en fait. Il a un coût d'établissement, développement d'infrastructures. S'agissant de l'eau, il va falloir creuser un puits, faire un forage, construire une station de traitement d'eau, réservoirs, des tuyaux, des branchements, des bancs de fontaine. Sur de l'assainissement, il va falloir faire un coût de traitement, sur la collecte, etc. Tout ça, ça a un coût d'établissement, d'infrastructure. Et là, curieusement, ce coût d'établissement, le qui paye, on peut avoir une réponse très, 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 très vaste, très large. Ça peut être l'autorité publique en charge du développement, l'État qui va payer. Ça peut être des bailleurs de fonds, ou bien ça peut être les usagers. Donc là, la réponse est largement multiple. Quand il s'agit du service lui-même, là, le sujet est beaucoup plus touchy et beaucoup plus sensible. On ne trouve pas de bailleurs de fonds qui soient prêts à payer pour un service. Le bailleur de fonds est disposé à payer pour le développement de ce service, mais pour le service lui-même, on ne va pas trouver de bailleur de fonds. Et il est d'usage de considérer que l'usager, justement, doit payer pour un service, puisqu'il s'agit d'un service.
Donc là, enfin, il n'y a pas de solution, bien entendu. Il y a eu des expérimentations et des mises en œuvre qui sont très variées. Est-ce que la gouvernance a un rôle à jouer là-dessus? Oui, enfin, ça c'est mon point de vue. Je pense que la gouvernance a un rôle fondamental à jouer là-dessus, ne serait-ce que pour arbitrer, entre guillemets, entre les différents usagers, c'est-à-dire les différents usages de l'eau. On a des usages domestiques au sens, le premier, là, pour l'eau, par exemple, le premier mètre cube, celui dont j'ai absolument besoin pour vivre, et puis ensuite les usages, entre guillemets, plus confortables. Donc là, il y a eu des expériences là-dessus. Pour ne citer que l'Afrique du Sud, post-apartheid, a mis en place très rapidement un système dans lequel les premiers mètres cubes, ceux qui sont vraiment destinés à faire en sorte que ce service soit un bien essentiel, ceux-là, ils ne sont pas payants. Enfin, pour l'usager en tout cas. Ceux d'après sont payants. Donc c'est une expérience. Dans d'autres pays, on a mis en place des tarifs sociaux pour les premiers mètres cubes ou pour les premiers kilowattheures. Et au-delà, on va considérer qu'on ne s'agissant plus de la partie essentielle du service, on va pouvoir donner un prix. Quand on fait ça, ça veut dire que, in fine, comme ce service a un coût, il y a quand même un payeur. Donc dans ce cas, le payeur, c'est soit la communauté, j'allais dire au sens large, via une péréquation sur un groupe d'usagers qui va payer, soit c'est l'État qui va payer à travers une subvention. Une autre expérimentation va être aussi de mettre dans un pot commun tous les services et d'opérer une péréquation, par exemple, entre l'électricité et l'eau, ou entre le coût de l'accès enfin, du traitement des déchets et puis l'électricité. Donc ça aussi, c'est parfaitement développé dans un certain nombre de pays. Pour ne citer par exemple que le Maroc ou le Gabon, par exemple, on a une péréquation, c'est-à-dire que l'usager va recevoir une facture dans laquelle il aura un prix à payer. Et on sait très bien que, enfin on sait très bien, la, en général dans la nature des prix des services, il est constaté d'usage que l'électricité va payer pour l'eau, dans ce cas-là, dans un cadre de péréquation. Ça, ce sont un certain nombre d'expérimentations. Et en milieu urbain. En milieu rural, la situation est différente. En milieu rural, il s'agit la plupart du temps du service, de la partie essentielle du service. Donc là, les expérimentations, elles portent non pas sur le coût du service, mais sur, j'allais dire, peut être en nature aussi, la manière dont on va exploiter ce. Donc, au lieu d'avoir un coût, c'est-à-dire de définir, ça va nous coûter tant pour exploiter ce service, en fait, ça va être qui va se charger de l'exploitation de ce service. Et là aussi, la gouvernance peut mettre en place des systèmes, des organisations originales d'exploitation de ces services, dans lequel, en fait, par lequel les usagers vont procéder eux-mêmes de l'exploitation du service, avec les limites, bien entendu, de leurs possibilités, Et derrière tout ça, ça m'amène à dire que euh, quand j'ai fait tout à l'heure une discrimination entre milieu urbain et rural, pardon, et en, et en disant que la partie gouvernance, de mon point de vue en tout cas, était bien moins développée en milieu urbain qu'en milieu rural, pour la raison essentielle qu'en milieu urbain, il est moins d'usage d'y associer les usagers au sens le bénéficiaire final. Derrière se trouve quand même de la compétence, du développement de la compétence. Alors, la compétence d'abord des usages, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire du service qui m'est apporté, comment je vais l'appréhender, comment je vais l'utiliser. Et puis derrière, évidemment, la compétence de quels sont les différents modèles que je peux développer, les différentes approches que je peux avoir pour exploiter ce service et pour faire en sorte qu'il bénéficie au plus grand nombre. Donc c'est un peu pour ça, certainement, que la gouvernance en milieu urbain, là où le sujet technique, j'allais dire, est quand même plus complexe, ben, quelque part, elle est un peu réservée aux bailleurs de fonds et aux techniciens, à ceux qui vont développer les infrastructures, versus les usagers, ceux qui vont en bénéficier. Voilà, ça C'est c'est peut-être, c'est peut-être, mon. j'aime bien, cher Rémi, la façon dont tu as lié finalement la notion de prix à la notion de coût et in fine à la notion de gouvernance. En gros,
la démonstration que tu viens de nous faire, c'est que à partir du moment où on veut garder le prix le plus bas possible, il faut choisir, il faut maîtriser les coûts, et on maîtrise les coûts dans le choix de la construction, et on maîtrise également les coûts dans les usages qu'on retient comme essentiels en fait. Et in fine, ça permet finalement de voir si c'est l'État qui paye, c'est-à-dire les impôts, encore faudrait-il collecter les impôts, ou alors le reste à charge pour usagers. Et donc, finalement, fondamentalement, la gouvernance permet d'élaguer les surcoûts. Et tu as fait aussi la distinction entre le milieu urbain et le milieu rural en disant que c'est d'acuité en milieu rural et que c'est moins vrai en milieu urbain. Peut-être que c'est ça le problème, qu'on devait le faire aussi en milieu urbain, en réalité, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce qui est valable en milieu rural l'est encore plus, surtout sur de grands projets en milieu urbain. Peut-être que cette tendance qu'on voit de la société civile participer à la gouvernance de ces services essentiels, peut-être qu'on devrait avoir la même chose également en milieu urbain. Et je crois beaucoup que la data, le digital, permet de le faire parce que, en réalité, ça donne le pouvoir à l'utilisateur de choisir son niveau de consommation, le rythme de consommation, et à travers tous les compteurs intelligents qu'il y a aussi bien pour l'eau, l'électricité, euh, l'usager est maître de ce qu'il est capable de consommer, capable de payer. Un, une chose qu'on n'a pas évoquée dans le qui c'est qui paye et au niveau de la gouvernance, surtout en milieu non urbain, c'est qu'il y a une responsabilité collective qui fait que quand on consomme, on paye, et si on ne paye pas, on se voit au banc de la société, de la collectivité, et il y a une responsabilisation, et ça participe à cette gouvernance bottom-up, ascendante, et qui permet d'améliorer finalement la gestion de ces biens essentiels en fait. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Alors, au-delà de ça, on peut se poser la question de la gouvernance. Pourquoi? Donc là, on a fait une approche de la gouvernance avec qui, donc quels sont les acteurs. Au-delà de ça, je pense que c'est la gouvernance. Et là, on va retrouver les différentes parties prenantes. C'est-à-dire que on va avoir la gouvernance, c'est-à-dire que pour l'usager, une de ses contraintes, une de ses revendications va être d'avoir un coût d'accès au service le plus bas possible, voire pas de coût d'accès. Pour certains, ça va être l'accès eux-mêmes, donc ça, on va dire les différents usagers. Mais au-delà de ça, la gouvernance telle qu'on la pratique, j'allais dire, par exemple en France ici, elle est surtout pour gérer, pour équilibrer les différents usages. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important et, et qui est un facteur discriminant entre milieu rural et milieu urbain. Les différents usages, ça veut dire l'usage essentiel, par exemple, pour boire ou pour avoir un usage sanitaire. Ça peut être un usage pour développer une petite activité économique, pour pouvoir faire du pain et vendre, pour pouvoir faire un peu de maraîchage, par exemple, pour pouvoir faire du nettoyage de vêtements et puis proposer mon service, laver la voiture. Enfin, ça peut être un certain nombre d'usages. Et là, on voit bien que on n'a pas non plus les mêmes contraintes, les mêmes priorités en ville ou en milieu rural. En milieu rural, la pratique, c'est que les usages, le premier usage est largement, c'est l'usage domestique, c'est-à-dire on a besoin d'eau pour boire. Ensuite va venir un usage domestique élargi, abreuver les bêtes par exemple, ou avoir une première
possibilités d'activités, je ne veux pas dire du maraîchage, parce que le maraîchage consomme vraiment beaucoup d'eau, mais une première activité, et c'est même pas non plus économique, c'est vivrière, j'allais dire. Heu, Là où en milieu urbain, le champ des possibles est beaucoup plus vaste. On a, d'une part les usagers, ceux qui consomment l'eau pour leurs usages domestiques. On a les usagers intermédiaires, ceux qui vont proposer ce service à ceux qui n'y ont pas accès. On va trouver une activité économique d'intermédiaire, de ceux qui vont récupérer de l'eau, là où ils peuvent, dans les bornes fontaines et puis les amener, ou les distribuer dans les quartiers, qui ne sont pas desservis, par exemple, sur l'eau. Ça, c'est un acteur, une partie prenante qui a son rôle, qui a un rôle, important, en tout cas un gros consommateur, donc il a un rôle, important dans les usages. On va voir ceux qui vont développer une activité économique, et les activités économiques sont beaucoup plus, le champ des possibles est nettement plus développé en milieu urbain qu'en milieu rural, bien entendu. Heu et voilà, donc ça aussi c'est un facteur de discrimination, et encore une fois, je reviens sur, ce que j'ai dit tout à l'heure. Un des éléments je pense, qui va nous permettre de favoriser cette gouvernance, bottom-up, qui est la condition heu, pour que, en fait, le service rende ce pourquoi on cherche à le développer, c'est le développement des compétences. C'est-à-dire cette possibilité qu'on va donner aux acteurs de bien appréhender les enjeux larges, c'est-à-dire les enjeux au-delà du fait que j'ai besoin d'eau pour vivre. C'est-à-dire les enjeux sur le fait que ma communauté a besoin d'eau, la communauté est composée d'un nombre d'usagers, d'un certain nombre d'usages. Il va falloir arbitrer en fonction de ces usages, et pour ça j'allais dire, pour certains, c'est inné évidemment, et ça fait partie de leur gène de se mettre autour de la table et d'entendre les parties, les avis et les objectifs, et de chercher des équilibres entre les différentes, parties. Mais pour beaucoup, ça n'est pas inné, et donc c'est un point qui est important à développer, de mon point de vue. Sans enfin, je veux dire, sans compter le fait que le développement des compétences va aussi permettre, de s'approprier localement les enjeux du développement de ces infrastructures. C'est-à-dire, c'est quoi qui est le mieux pour ma géographie, pour ma ville, pour mon village, en termes d'infrastructure? Est-ce que c'est le standard, pour l'électricité, le moteur diesel avec 3 pylônes et puis 2 branches? Est-ce que c'est, quelque chose d'un peu plus élaboré, ou un peu plus adapté? Est-ce que la priorité, ça va être, l'usage standard domestique, ou bien dans ma géographie, dans mon village, dans ma ville, dans mon quartier, j'ai un besoin très particulier sur un éclairage public, enfin je dis n'importe quoi, ou une petite, un petit atelier à développer, et c'est en mettant en œuvre ces particularités locales, en s'appropriant ces particularités locales, effectivement, que les parties prenantes vont pouvoir peser sur le choix de développement de ces infrastructures, de ces services, et faire en sorte que le service qui va être développé va répondre beaucoup plus précisément aux besoins de ces parties prenantes. Oui, mais nous n'avons pas évoqué en réalité on a parlé de la gouvernance locale, mais on n'a pas évoqué en fait le niveau de décentralisation qu'il faudrait dans les pays pour que cette gouvernance enfin, locale puisse se jouer, et également le niveau d'autonomisation qu'il faut à l'échelle locale pour que cette gouvernance locale puisse jouer et que les gens se saisissent localement des projets, et également aller finalement jusqu'à la mobilisation des fonds pour financer pour financer les équipements en fait. Et ça dépend quand même beaucoup de la latitude qui est donnée à l'échelon local dans les écosystèmes en Afrique, et la décentralisation est quand même pas très très avancée dans ces environnements. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des cas d'usage où, au niveau local, on a pu finalement mobiliser, concevoir un projet, mobiliser les ressources pour le financer, avoir un modèle économique
et associer une gouvernance locale pour que finalement chacun retrouve l'objet de finalement de la enfin, du projet et que la gouvernance soit là pour maintenir les intérêts des uns et des autres en fait. Alors, en fait, c'est le sujet, c'est le sujet clé. C'est un sujet clé et ça rejoint ce que enfin, mon intervention précédente. C'est-à-dire que le sujet local ou le sujet, il y a deux aspects là-dedans. D'abord, il y a un aspect politique. Je vais évidemment pas rentrer dans ce sujet-là. Le local fait en général peur, souvent peur au niveau politique. C'est-à-dire, est-ce que je vais donner la possibilité localement aux populations ou à une organisation locale d'avoir un modèle de développement ou une gouvernance particulière, adaptée, sur lequel je n'aurai pas, moi, le politique central, le fin mot. Donc ça, c'est un sujet politique. C'est pas l'objet du débat. Euh, Néanmoins, c'est un frein. C'est un frein. C'est-à-dire que dans mon expérience, j'ai quand même rarement vu le politique lui-même, c'est-à-dire l'autorité, pardon, plutôt que l'autorité en charge de ces services, donner la main 100% ou même de manière significative à un acteur local, quel qu'il soit, pour développer, pour gérer, pour organiser, pour gouverner son propre service. Mais derrière ça, le deuxième sujet, et je pense, je me répète, hein, je reviens peut-être un petit peu en arrière, j'en suis désolé, mais pour moi, c'est clé, c'est le sujet de la compétence, c'est le sujet de la compétence locale, enfin de la compétence du maire général. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas de compétences locales, il y a peu de chances qu'on arrive à une gouvernance locale. Gouvernance locale, il faut une compétence, il faut des compétences. Et donc la clé, elle est là. Alors je sais bien que le développement des compétences, c'est évident, enfin, ça fait partie du développement durable, ça fait partie des objectifs. On le sait très bien que euh, euh, si on veut que les populations, quelles qu'elles soient, en milieu urbain, en milieu rural, puissent sortir, il faut euh, qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes. Et derrière le développement des compétences, effectivement, on va retrouver, comme tu l'as évoqué en tout début d'intervention, le sujet de l'inclusivité. C'est-à-dire que cette gouvernance, si on met en place une gouvernance locale, elle n'a de chance de réussir et d'être efficace que si elle est prise en charge par des personnes qui ont la compétence pour la prendre en charge, et que si elle est inclusive, c'est-à-dire que si elle associe effectivement l'ensemble des acteurs. Et l'ensemble des acteurs, je ne vais pas non plus, enfin, on ne va pas les ressortir tous, mais il est d'usage de parler de la discrimination sur l'âge, par exemple les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes, les différents facteurs économiques. Enfin, on va retrouver l'ensemble des. Donc il y a deux points clés, je pense, pour envisager une gouvernance locale qui, effectivement, et ça j'en suis intimement convaincu, c'est la seule façon d'avoir un service qui corresponde d'une part aux besoins en termes de développement, mais surtout qui soit adapté à ce qu'on veut en faire, ce que les populations veulent en faire, ce que les usagers veulent en faire, c'est d'avoir une gouvernance locale, c'est certain. Et cette gouvernance locale, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle puisse, avant d'être efficace, pour qu'elle puisse être, il faut l'envisager de manière inclusive, et lui donner les moyens et notamment la compétence. L'autre point que je voulais évoquer, mon cher Rémi, c'est souvent, et je le vois de plus en plus, au niveau de la coopération décentralisée. C'est-à-dire que des mairies d'ici, enfin, des localités, des municipalités, des élus locaux ici ont envie d'entreprendre des projets avec leurs homologues en Afrique et en identifiant des localités où ils peuvent avoir une coopération directe en fait. Et donc, souvent, ce qui bloque aussi, c'est la gouvernance locale qui permet d'avoir la contrepartie pour que finalement les élus d'ici qui ont envie d'investir dans une localité identifiée puissent le faire sans passer par l'échelon national en fait et avoir une action directe.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter? Est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre de démultiplier les projets? Est-ce que est-ce que tu as un avis sur la chose? Peut-être pas d'ailleurs. Euh, en fait, pour tout dire, oui, j'ai été confronté au sujet, mais plus par l'absence de sujet. Dans mon expérience, j'ai travaillé essentiellement en milieu urbain. Ouais, Et le développement du service en milieu urbain, c'est quelque chose, entre guillemets, institutionnalisé. C'est-à-dire, en gros, je ne veux pas dire que ça se fait dans un bureau parce que ce serait pas rendre la vérité et rendre hommage à tous ceux qui travaillent sur ce sujet-là, mais ça reste, on sait très bien que la ville se développe, les villes se développent. Donc en fait, le développement de l'accès aux services dans les villes, il va suivre le développement des villes. Voilà. Il va très peu suivre, ou beaucoup moins suivre, ou pas suffisamment suivre le développement des différents usages, c'est-à-dire qu'on ne va pas suffisamment entendre les usagers sur oui, moi je voudrais de l'eau, plutôt de l'électricité, plutôt pour faire ceci, plutôt pour faire cela. On va simplement chercher à suivre le développement de la ville selon le schéma qu'on a déjà réalisé précédemment. Cette année, je fais un développement du service de l'eau pour atteindre la périphérie. Et dans 5 ans, je vais proposer le même développement pour atteindre la nouvelle périphérie de la ville qu'on dit. Et les bailleurs de fonds, parce qu'en général, ces projets, je parle dans les pays en Afrique, souvent font appel à des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds viennent avec un schéma entre guillemets institutionnel. Alors dans ce schéma institutionnel, dans ce standard institutionnel, oui, il y a des études, ce qu'on appelle les études d'impact, impact environnemental, impact sociaux. Oui, c'est vrai. Donc on va il y a des grands experts qui vont aller sur le terrain pour s'assurer que l'impact environnemental est acceptable dans le développement de ces infrastructures et pour s'assurer que le développement de ces infrastructures va effectivement bien servir son objectif, c'est-à-dire le développement du service. S'agissant de suivre l'extension des villes, il y a un peu de chance que ce dernier point n'atteigne pas son objectif. Et donc, les parties prenantes du développement de ces services ici, ça reste en fait, entre guillemets, des techniciens simplement. Et d'où la grande frustration des collectivités locales, en France par exemple, qui veulent contribuer au développement de ces services en cherchant une contrepartie locale qui, en fait, en dehors de l'État ou en dehors de l'autorité centrale, n'existe pas. Ce qui n'est pas le cas quand on travaille avec des ONG, et c'est souvent, malheureusement, plutôt en milieu rural, ou bien, j'allais dire, milieu local du milieu urbain, c'est-à-dire le développement d'une zone urbaine qui aurait peut-être été un peu laissée pour compte dans les grands plans de développement des infrastructures, où là, effectivement, l'approche est assez différente. C'est-à-dire que les ONG, qui sont l'ONG locale, qui est un partenaire, souvent un partenaire de référence locale, elle est à l'écoute, enfin, en général, et c'est sa raison d'être, à l'écoute des différents usagers, des différents usages. Et donc, on pourrait imaginer quel est déjà le socle d'une gouvernance à établir. Malheureusement, s'agissant du milieu urbain, ces organisations-là sont assez peu représentées dans les grands schémas, en tout cas, de développement des infrastructures. Donc, la frustration, enfin, l'objectif de s'appuyer sur une entité locale, une contrepartie locale pour faire de la coopération centralisée, c'est effectivement un gage d'efficacité pour la collectivité donneur d'ordre ou bailleur de fonds dans les pays, en France par exemple ou en Europe, euh, qui prend assez peu de ressorts, sauf en milieu rural. Donc là, on assiste à effectivement de belles réalisations en milieu rural, ou bien en développement j'allais dire en sous-développement de réseaux ou de sous-réseaux en milieu urbain. Donc ce sujet-là, oui, il est clé. On va retrouver la question de la gouvernance centrale versus la gouvernance locale. Je pense qu'il est clé. Et là encore, la clé, c'est le développement. Et j'ajoute que euh, quand on intervient avec des organisations non gouvernementales, souvent, euh, un des axes forts des programmes, c'est aussi le développement des compétences locales. Alors, quand je dis développement des compétences locales,
l'objectif n'est pas de former des ingénieurs hydrauliques ou des ingénieurs en électricité localement. L'objectif, c'est simplement de donner aux acteurs locaux, aux acteurs de cette gouvernance locale, les moyens pour eux d'appréhender le sujet dans son ensemble et de jouer le rôle de la gouvernance, c'est-à-dire d'équilibre des différents usages, la vision sur le long terme, sur la durabilité du service qui leur est confié ou qu'on leur confie. Bon, Rémi, merci beaucoup, Wilfried aussi. Je crois que je voulais juste me permettre d'intervenir. Je vois qu'Yoleni, notre coordinatrice, souhaitait prendre la parole. Elle avait levé la main désespérément depuis quelques minutes. Donc, si vous me permettez, je lui repasse la parole. Yoleni. Merci beaucoup, Patrice. Alors moi, en fait, j'ai juste une petite question et j'invite bien sûr les autres participants à prendre également la parole pour poser des questions ou réagir sur ce qui est en train d'être dit afin de partager vos propres réflexions. Mais j'ai une question parce qu'on a beaucoup parlé donc, de la question du développement des compétences et des différents acteurs. Et je me demandais notamment, c'est peut-être une question davantage adressée à Monsieur Dorego, quelle est la place en fait que peuvent avoir les diasporas qui ne sont pas tout à fait disons, enfin, qui ne sont pas toujours des acteurs locaux, mais qui parfois sont des acteurs, disons, entre deux cultures, deux continents, dont certains retournent dans leur pays d'origine et veulent justement en fait porter aussi leurs projets, leurs ambitions et participer au développement en fait de ces infrastructures-là. Et souvent, elles viennent du coup avec des compétences qu'elles ont acquises à l'étranger et qui vont être souvent beaucoup plus valorisées dans leur pays natal. Donc, est-ce qu'elles ont ou peuvent jouer un rôle justement spécifique là dans cet écosystème économique où elles arrivent avec des compétences qui sont valorisées dans ces différents territoires? C'est une excellente question et j'ai été confronté à cette demande des diasporas porteurs de projets dans leur pays d'origine. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est sur ce call-là, qui a porté un des projets qui va solliciter, c'est Olivier Segbo, ils ont mobilisé des élus locaux pour aller, c'est au Bénin que ça se passe, pour aller voir l'accès à l'eau pour les filles. Parce que en réalité, on s'est rendu compte que les filles manquaient l'école parce que elles devaient faire X kilomètres le matin pour aller chercher de l'eau. Et en période de mensuration, elle ne se rendait pas à l'école. Et donc, l'eau, pouvoir mettre l'eau dans les écoles est devenu un bien essentiel. Et donc, ces élus locaux, ces élus français, mais d'origine béninoise, se sont mobilisés pour aller sur le terrain, trouver les voies et moyens de faire avancer ce projet-là, par exemple. Et ils le font en lien avec leur propre communauté, en fait. Leur propre communauté ici, en fait. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais citer. Le deuxième, c'est dans tout ce qui est fintech, beaucoup d'entrepreneurs de diaspora qui ont cette particularité-là, parce que moi j'ai eu la chance d'en avoir accompagné un certain nombre, ils répondent, quand ils conçoivent leur projet, ils conçoivent leur projet pour répondre à un besoin spécifique de la population. Et en général, vont sur le terrain, ils voient là où il y a un besoin, là où il y a un manque, et ils conçoivent le projet en conséquence. Oui, les diasporas, que ce soit sous l'angle de l'entrepreneuriat ou l'angle de la coopération décentralisée, a absolument un rôle à jouer parce qu'ils servent de passerelle en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Oui, oui, merci beaucoup. je le nie. C'est peut-être été un peu court, mais il y a une vraie nécessité à mobiliser les diasporas qui sont des passerelles
pour répondre Et, à ces... ouais. Et les diasporas, leur capacité, en fait, je rebondis, hein, Wilfried, leur capacité à mobiliser localement font partie de cette gouvernance, justement, qu'on cherche à avoir, cette gouvernance qui associe le plus d'acteurs possible, puisqu'en fait, là, dans l'exemple que tu as cité, enfin, elles ont réussi, enfin, elles ont mobilisé catégorie d'usagers. Alors c'est le terme usager est peut-être, pas le plus approprié s'agissant du sujet que tu as évoqué, mais en fait c'est ça, c'est un usage, une problématique, très particulière, qui est rentrée dans le débat, qui rentre dans le débat et pour lequel il faut développer ce service essentiel. Je vois qu'il y a des questions également sur le chat. Je ne sais pas si... Ok. Mais Alors, Oui, effectivement, Patrice, il me semble, a posé une question il y a quelques minutes. Patrice, est-ce que vous souhaitez peut-être reprendre votre question et dire également peut-être vos réflexions autour de cette question-là? Pourquoi est-ce que vous la posez? Pourquoi est-ce que cela vous parle? Il y a un vrai sujet sur la définition. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait une définition sur en tout cas tenté une définition sur les services essentiels, mais il y a une autre question que plusieurs semblent se poser, qui est, et je pense que ça mériterait quelques éclairages de votre part, le terme de gouvernance est quand même très galvaudé, il est utilisé un peu, je dirais, j'allais dire, une espèce de définition élastique, et moi j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par gouvernance. S'agit-il de règles institutionnelles, d'usages, etc. Comment est-ce que vous définiriez la gouvernance dans les services essentiels? Je pense on a aussi la chance d'avoir un certain nombre de personnes qui sont avec nous aujourd'hui et je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi leur opinion. Donc voilà, j'ouvre un petit peu les questions débat. moi, la gouvernance, pour moi, c'est une modalité d'arbitrage entre des intérêts divergents. C'est-à-dire que à partir du moment où on met, c'est ce qu'on a essayé de dire depuis tout à l'heure, on met en jeu plusieurs acteurs, il y a forcément des intérêts divergents. Il faut définir donc les modalités de fonctionnement pour que chacun joue à plein sa partition. Et il faut aussi envisager des modalités d'arbitrage. Sinon, on ne prend pas de décision. Et puis, la gouvernance, ça permet aussi le contrôle, en fait. Et pour moi, dans la gouvernance, c'est donc euh, 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 la coordination, l'articulation avec les différentes parties prenantes et une instance, un mécanisme d'arbitrage pour pouvoir avancer. Et ça garantit finalement à l'ensemble le fait que ce qui se passe n'est pas bloqué, avance, et ça fonctionne dans l'intérêt du plus grand nombre, en fait. Et, 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 euh, et surtout pour les, les, dès que vous avez des... c'est vrai pour les usagers eux-mêmes, s'ils veulent, si par exemple quelqu'un consomme de l'eau dans un village et ne paye pas alors qu'il devait payer, la gouvernance permet de déterminer les modalités pour aller rappeler à l'ordre, en fait. On peut dire la même chose dans la gestion de l'équipement et ces mécanismes protègent également, dans une certaine mesure, ceux qui sont extérieurs au projet, mais qui ont investi d'une façon ou d'une autre dans le projet et qui ont un droit de regard à travers la gouvernance qui est mise en place. Donc la gouvernance, pour moi, elle sert à deux choses. Elle sert déjà à faire fonctionner le projet en lui-même
et elle sert également à garantir à des tiers qui sont partie prenante que ce qui se passe à l'intérieur est en accord avec ce qui a été convenu. Je vois qu'il y a une main qui est levée, là, Jean-Patrice, si vous voulez intervenir. Il faudrait juste, voilà, votre micro. Oui, merci. Merci pour ces présentations et opinions. Ma question concerne la difficulté de mise en œuvre sur le terrain. Mon expérience personnelle, j'ai présidé pendant 7 ans une ONG qui s'occupe toujours d'ailleurs, mais je ne la préside plus, qui s'occupe de malnutrition en Afrique subsaharienne dans un cadre entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on produisait localement les produits avec lesquels on luttait contre la malnutrition. Mon expérience personnelle, c'est que nous n'avions pas de difficultés majeures à transférer les savoir-faire techniques. On trouvait toujours des gens locaux qui se prenaient en main et qui s'appropriaient les savoir-faire pour pouvoir produire localement. Par contre, sur les aspects économiques, nous avions des grandes difficultés à leur faire comprendre la rentabilité d'un investissement, le calcul d'un prix de vente, l'organisation des circuits commerciaux. Alors, est-ce que mon expérience personnelle, facilité de transférer des savoirs techniques, difficulté de transférer des savoir-faire économiques, est ponctuellement vraie, mais est généralement fausse, ou est-ce que c'est assez général? Alors, moi je vais, sauf s'il y a quelqu'un, non, je vois pas d'autres mains. Donc je vais apporter mon point de vue, et ça me permet aussi de rebondir sur l'intervention tout à l'heure de Wilfried sur la gouvernance. Je pense qu'au niveau de la gouvernance, pardon, on va se trouver avec plusieurs niveaux de gouvernance. On peut se trouver avec plusieurs niveaux de gouvernance sur un service centralisé dans une grande localité, dans une grande ville ou au niveau d'un État. On a un premier niveau de gouvernance qui est au niveau de l'organisation ou du plan, on va dire, du plan de développement de l'infrastructure ou du service. Ensuite, on va avoir un niveau qui est strictement opérationnel, c'est-à-dire en gros combien ça coûte, donc ce qu'évoquait Jean-Patrice, c'est-à-dire qu'il va falloir faire payer ce service. Et ensuite, il y a un niveau, concrètement, comment on fait? C'est-à-dire que s'il y a un usager, l'usager d'à côté, enfin, qui ne paye pas, qu'est-ce qui se passe? La gouvernance, j'allais dire, institutionnelle, elle prévoit, dans ce cas-là, ben, on ne lui offre pas le service. Si on met en place une gouvernance un peu plus localisée, ben, on va pouvoir mettre en place des mécanismes, organiser, de faire en sorte de comprendre pourquoi il ne va pas payer son service et l'aider à payer son service. Donc ça répond pas au point que vous évoquez, Jean-Patrice, mais ça éclaire, je pense, le sujet de la gouvernance. Le sujet de la gouvernance, pas la gouvernance, je pense qu'il y a des gouvernances, enfin la gouvernance elle-même, je pense qu'il faut qu'elle soit organisée. Ensuite, le sujet que vous évoquez, pour moi, c'est typiquement, enfin c'est un exemple, je pense, du sujet que j'évoquais tout à l'heure sur le développement de la compétence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut, je pense, une gouvernance efficace, c'est-à-dire pour reprendre ce que disait Wilfried, une gouvernance, faire en sorte que le service corresponde à ce pourquoi les usagers, les bénéficiaires le demandent, ben, il faut leur donner la compétence qu'il faut. Donc cette compétence, elle peut être technique, et effectivement, le sujet technique, c'est pas le plus compliqué, mais elle est aussi organisationnelle, regarder un petit peu les points durs, comment on s'organise pour régler ces points durs, voilà. Et ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais on le sait très bien que si on ne le fait pas, si on ne va pas jusque-là, ben on a peu de chances de garantir la durabilité du service. C'est-à-dire que si on ne se préoccupe pas du fait que les acteurs locaux aient bien compris le pourquoi du prix, par exemple, ben on va dans la direction, c'est qu'il y a certains qui vont du coup pas prendre conscience que s'ils ne payent pas, ben, ils mettent en cause le service lui-même. Et au bout d'un moment, malheureusement, le service va s'arrêter. Donc, pour répondre à votre point, je pense que c'est un sujet qui n'est pas qu'adapté à un sujet économique, strictement économique. Il y a un volet économique aussi dans le développement des services essentiels. Moi, je peux compléter en disant que parfois, il y a des malentendus sur ces projets-là entre ce qui est
ce qui est de l'aide, c'est-à-dire que les gens s'attendent à ce que les graines tombent tous les jours, en fait, et ce qui, finalement, une fois que les graines tombent, ça doit repousser et je pense que il est absolument important d'être au clair sur le modèle économique et de former, sensibiliser pour que les gens ne rentrent pas dans le schéma, dans un mode de dépendance, mais d'autonomisation qui leur permet d'assurer la pérennité, la durabilité du projet. Et ce malentendu-là, beaucoup d'ONG ont eu des difficultés parce que n'étant pas au clair au départ sur le modèle économique, en fait. Alors, Monsieur Tenir-Buchot souhaiterait prendre la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour à tous d'abord. J'espère que vous m'entendez parce que moi, de mon côté, je ne vous entends pas beaucoup. C'est très faible le signal, mais ça vient peut-être de mon vieil appareil. Merci aux deux intervenants. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, en gros, d'une manière générale. Moi, mon expérience est simple, mais elle est double quand même, parce que je me suis occupé du côté, disons, des autorités, appelons ça comme ça, du gouvernement, d'une agence de l'eau, et puis je m'occupe maintenant d'une ONG. Je suis également quand même usager de l'eau, donc j'ai mon idée aussi là-dessus. Je n'ai jamais été, et donc je vous aurais dit les 4 domaines qui me paraissent devoir être distingués, je n'ai jamais été professionnel, c'est-à-dire que j'ai jamais, soit pour l'environnement, soit pour le matériel qui permet d'avoir l'eau chez soi ou dans son industrie, ou sur son champ si on est paysan, je n'ai jamais fourni du matériel. Et je pense que c'est important, notamment dans le domaine de la gouvernance, de savoir d'où on parle. Hein. C'est des vieux souvenirs sociologiques à la Michel Foucault. D'où parles-tu? Ça me paraît très important. Si je suis usager, eh bien, je veux avoir le maximum de services et payer le minimum. Je suis désolé de dire ça, c'est très cynique, mais c'est quand même comme ça. Je ne veux pas payer, en fait. Si je suis une autorité, eh bien, je veux essayer que tout ça, ça tourne à peu près rond et je cherche des compromis. Je ne cherche pas le bien des gens, je cherche des compromis durables, ce qui est complètement différent d'un professionnel qui voudra mettre le dernier cri de sa technologie de façon à avoir un chiffre d'affaires le plus important possible. Et puis, si je suis une ONG, c'est-à-dire une association, un conseil, un élément de formation, alors je suis moralisateur parce que je ne fais pas partie des cas concrets, les 3 acteurs que j'ai indiqués précédemment. Donc la gouvernance, ça dépend ce que vous représentez dans la gouvernance. Est-ce que c'est vous qui l'organisez? Est-ce que c'est vous qui essayez d'en tirer profit? Est-ce que, etc. Est-ce que vous êtes là pour critiquer, alerter, faire des campagnes pour l'environnement ou pour le manque d'eau, quelque chose comme ça? Il y a toutes sortes de gouvernance. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit l'un et l'autre, ça dépend du contexte. Alors, moi, il me semble qu'il y a un point qui n'a peut-être pas été abordé chez chacun d'entre vous, c'est l'échelle. Pas la même chose de faire un travail pour quelques millions d'habitants dans le domaine de l'eau, ou faire un travail pour un quartier ou un village de 200 habitants. Ça ne tourne pas de la même façon. Et ça, j'en ai l'expérience, et donc je peux vous dire qu'on ne peut pas généraliser, et je ne pense pas que vous ayez généralisé d'ailleurs l'un et l'autre, mais ça mérite quand même de préciser à chaque fois dans quel contexte vous vous trouvez. Et j'ai une question, quand même, hein, je ne vais pas parler que de moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous pensez du système financier qui est utilisé? Est-ce qu'il vaut mieux que les usagers payent quelque chose pour le service qu'il aurait rendu, ou, c'est ma thèse, est-ce que vous pensez que ce n'est pas mieux d'avoir une facturation qui est associée à un avantage financier?
Autrement dit, moi, je préfère, donc, ancien organisateur de ce genre de choses, demander 120 dans le budget, la dépense qui doit être faite pour l'eau et rendre 20. Parce qu'à ce moment-là, vous avez un cycle qui permet de discuter à la fois sur les avantages et les inconvénients du système financier. Sinon, vous êtes un collecteur d'impôts, je l'ai été, mais c'est beaucoup plus difficile. Et notamment dans des populations qui n'ont pas l'habitude de payer, je parle par exemple en milieu rural, eh ben, c'est utile, si vous voulez, d'avoir à la fois la carotte et le bâton. Voilà, c'était ça ma question et merci de toute façon pour les deux interventions que vous nous avez faites jusqu'à présent. Wilfried, Ouais, je peux tenter une réponse. C'est vrai que vous avez, il y a deux modèles, hein. C'est ou bien c'est l'usager qui paye, et donc après c'est de trouver le juste prix, ou alors c'est l'État qui paye en collectant des impôts, ou alors en levant des financements au niveau central qui permet de financer, mais sans retour, le bien essentiel dans les localités. Moi, euh, je pense qu'il y a une limite à la collectabilité de l'impôt en Afrique. Le secteur formel est très très important et il y a une déperdition. L'État, le fait de penser que l'État peut s'endetter et pour pouvoir financer les infrastructures, euh, euh, il y a une limite et le temps, le besoin, l'urgence des besoins est telle que si on axe tout là-dessus, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas les biens essentiels. Il y a une étude qui avait été faite qui a démontré que quand les gens, le bien, le service était vraiment bien calibré, les gens, même ceux qui n'ont pas les moyens, sont prêts à les payer parce il y a un effet de création de richesse pour eux, en fait. Concrètement, quelqu'un qui n'avait pas accès à l'eau, qui a accès à l'eau et qui peut faire de l'agriculture, ça crée des revenus. Quelqu'un qui n'avait pas accès à l'électricité et grâce à l'électricité peut générer un business à côté, il est prêt à payer Donc, ce qui est important en réalité, c'est pas l'accès aux biens essentiels, c'est l'écosystème de création de richesse que ça engrange parce qu'il a eu accès. Et en faisant ça, on en fait des agents économiques et il y a un effet multiplicateur qui se joue. Moi, je me retrouve plus dans ce modèle-là que dans un modèle où c'est l'État qui collecte l'impôt ou alors qui s'endette. Et finalement, avec le manque de gouvernance qu'on a un peu partout, finalement, le truc n'arrive jamais là où ça doit arriver, en fait. Et donc, vous voyez, le problème qu'on a au niveau local, si on le met en haut, ben, finalement, il ne redescend pas, en fait. Et donc, je reviens au thème de notre discussion qui est l'approche ascendante a du mérite et ne remettons pas en haut cette faiblesse qu'on a constatée en bas parce que je pense que il faut trouver les solutions en bas et quand on crée un écosystème d'utilisation de ces biens essentiels-là, les gens sont prêts à payer. Oui, et j'ajoute un autre élément de facilitation ou d'acceptation du paiement, c'est la compréhension du prix. C'est-à-dire que au plus le prix proposé est compréhensible, c'est-à-dire on comprend à quoi il est dû, on comprend sa composition, le mécanisme de son ajustement, etc., au plus ce sera acceptable pour le payeur au final de s'en acquitter. Je dirais la seule nuance que j'ajouterais, que je porterai à ce que tu viens de dire, c'est dans le cas où on arrive à considérer la part essentielle. C'est l'exemple que je donnais en Afrique du Sud
juste après l'apartheid, la part essentielle du bien, c'est-à-dire la toute petite partie, pas celle qui va me permettre de développer une activité, mais celle qui va me permettre simplement de vivre. Donc, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est le premier mètre cube ou les premiers kilowattheures. Donc enfin, en tout cas, il y a eu une expérience qui considérait que cette première partie, la partie fondamentalement essentielle du bien, elle est prise en charge au niveau central. Par contre, au-delà de ça, je paye. Je ne dis pas que c'est mon modèle, hein. Je dis que c'est la seule expérience que j'ai en tête, en fait, dans ce niveau-là. Voilà. Sinon, je partage le fait de donner un poids économique, la meilleure, c'est la meilleure réussite. C'est en tant qu'usager, je reconnais la valeur économique de ce service, et donc là, je suis prêt à la payer. Il y a, je crois, Monsieur Moktou Brazaki là, qui souhaiterait prendre la parole. Je voudrais juste moi, vous faire un tout petit témoignage d'une seconde et vous dire, moi, pour mon expérience, à la fois sur le continent africain, Moyen-Orient, quand il y a du service, les gens payent. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est en Afrique, les gens ne payent pas. Ce n'est pas vrai du tout. Je peux vous dire que les taux de recouvrement, et j'en prends à témoin Rémi qui a connu ça, mon Dieu, pendant de nombreuses années, les taux de recouvrement sur les facturations émises en France n'ont rien à envier dans certaines villes françaises par rapport à des conurbations des centres urbains et des villages africains. Vraiment, réellement. On est à des taux qui sont parfois bien meilleurs en Afrique quand le service est là. Monsieur Moktoub. Oui, bonjour, je m'appelle Moktoub Brazaki, étudiant béninois en Master 2 à Sciences Po. Et j'ai vu qu'il y avait une question aussi dans le chat, en fait. Donc, je ne sais pas si je vais en premier ou si on prend la question du chat. Allez-y, allez-y. Alors, vous pouvez aller en premier, nous prendrons ensuite la question de M. Segbo. D'accord, pas de souci. Ma question, elle est un peu pour revenir sur les définitions que vous avez données des biens essentiels. C'est aussi voilà, une forme de schématisation, hein. Mais pour une famille, sur, disons, trois jours, une semaine, si on doit lui fournir un panier de biens essentiels, qu'est-ce que vous mettriez, voilà, de manière un peu schématique dans ce panier? Est-ce que, par exemple, le téléphone portable, il aurait sa place dans un tel panier? Est-ce que c'est quelque chose qu'on considérait vraiment essentiel? C'est un peu ça ma question, en fait. Je pense qu'on a évoqué cette question-là en introduction en disant on part des biens qui sont des services qui sont fondamentaux, mais on se rend compte qu'aujourd'hui le mobile est un bien indispensable parce que il conditionne l'accès aux autres en fait. Le mobile conditionne l'accès à l'eau parce qu'avec le mobile, dans certains pays, on peut gérer sa consommation d'eau. Avec le mobile, on peut gérer sa consommation et son paiement d'électricité. Dans certains pays, c'est possible de gérer les collectes de déchets. Et donc, le mobile est devenu indispensable. Alors, est-ce qu'il est indispensable ou essentiel? Vous êtes à Sciences Po, vous saurez mieux que moi la différence entre les deux termes. Mais c'est un accessoire qui est devenu indispensable et primordial. Parce que ça permet l'inclusivité et parce que l'inclusivité est aussi un enjeu, je pense que l'accès au mobile est aujourd'hui pour moi indispensable. Alors, si vous voulez que je dise absolument essentiel, je n'ai pas de problème à le dire. Très bien. Alors papa, vas-y, Valérie. Excusez-moi, non, allez-y. Non, je voulais passer à la question qui était sur le chat parce que je pense que Wilfried je pense a bien répondu sur le sujet. Oui, parfait. Alors, peut-être, Monsieur Olivier Segbo, est-ce que vous voulez reposer la question à l'oral?
Autrement, nous pouvons également la lire. Alors du coup, je vais la lire. J'écoute les apports. Ma question concerne le financement et les acteurs qui peuvent préfinancer les projets, car ce qui est important, dès que les populations ont le service, elles payent, et parfois au juste prix sans subvention de l'État. C'est tout l'enjeu pour être tout à fait honnête, euh, de, de, la, de mettre en place des projets de biens essentiels au niveau local et le faire au niveau, au niveau national. Quand on le fait au niveau national, on peut mobiliser une garantie d'État. Donc c'est plus facile de mobiliser des financeurs. Quand on est au niveau local, il faut vraiment euh, 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 le financement, ou c'est des fonds de coopération. Donc ça veut dire que et il y en a, il y a des cas où les projets au niveau local ont été financés par la coopération. Mais si c'est des financements basés sur un modèle économique qui doit être rentable avec un retour sur investissement euh, et un risque entrepreneurial, c'est sûr que c'est plus compliqué en bas qu'en haut, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ouais. D'où l'importance, effectivement, que la gouvernance traite non seulement, effectivement, l'exploitation et les arbitrages sur les usages du service qui est proposé, mais également s'intéresse à son installation. Voilà. Donc la gouvernance doit inclure effectivement la partie développement de l'infrastructure, s'il s'agit d'une infrastructure, en tout cas du service, au-delà de comment je gère ce service-là. Et la difficulté en réalité qu'on éprouve au niveau local est liée finalement au manque d'autonomisation des collectivités locales, des municipalités. En fait, il n'y a pas de, elles n'ont pas de, elles sont pas d'autonomie en fait, et donc elles ne peuvent pas baquer un projet au niveau local. Sans autonomie budgétaire, effectivement, c'est très difficile. Mm. C'est vrai. Alors, je me permets de porter du coup à votre connaissance que nous arrivons à la fin donc, de cet atelier conférence. Est-ce que Wilfried et Rémi, vous souhaitez peut-être en une minute dire quelques mots de la fin? De même, si l'un des participants ou l'une des participantes souhaite également prendre la parole très brièvement pour conclure cet atelier. Enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est rebondir sur finalement ce qui va accélérer, à mon sens, le développement des biens essentiels au niveau local. C'est l'autonomisation de plus en plus, je l'espère, des collectivités. Ça permet de faire un effet multiplicateur et être au plus proche de là où il y a les besoins. Et je crois énormément aussi au fait que en intégrant le digital et la technologie, on peut aussi accélérer la résolution et la mise en place des services essentiels. Et ça s'est fait dans un certain nombre de pays, et je voudrais vous citer quelques exemples. Par exemple, pour l'eau potable, grâce à un compteur intelligent, l'usager recharge son compteur de consommation sur son portable mobile. Même principe pour l'énergie. Au Nigeria, ça a été testé au Nigeria. Pour l'assainissement, ça a été testé à Kampala.
Et en Côte d'Ivoire, ça a été testé pour le recyclage des déchets plastiques. Et donc, on voit très bien qu'à travers, différents pays, différentes localités, la technologie est en train de contribuer à l'accélération de la mise en place des services essentiels. Ce qu'il faut, c'est la mise à l'échelle, parce que tout se fait par petits bouts. Il faut passer à l'échelle pour faire bénéficier à d'autres ce qui se fait ailleurs. Et cette mise à l'échelle de la technologie, première chose, et l'autonomisation des communautés et des municipalités, à mon sens, permettra d'accélérer les services essentiels au niveau local. Bien entendu, il faut une participation de plus en plus accrue, et tout ça autour d'une gouvernance de la société civile. Sans la société civile, la transparence n'est pas garantie, et si on veut accélérer la mise en place de ces services essentiels, on a besoin de la transparence. Et comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas la garantie des communautés. La gouvernance joue comme une garantie, en fait. Donc voilà, moi je suis assez optimiste sur cette notion de gouvernance décentralisée, descendue en bas. Et en fait, on doit chercher des solutions à ce niveau-là, pas se reporter sur le central, parce que sur le central, on ne fait qu'empiler les difficultés, en fait. Voilà. Et les solutions existent s'il y a la bonne gouvernance. Merci Wilfried, notamment sur l'apport pointu que tu nous as donné. Je partage complètement ce sujet-là. Je pense que le digital nous offre des possibilités nouvelles dont il faut qu'on joue, et notamment d'autonomisation des communautés et des bénéficiaires. Alors, je ne vais pas résumer en 2 minutes la discussion que nous avons eue. Moi, je dirais que le point clé, effectivement, c'est la gouvernance. Le point clé pour une bonne utilisation, pour une efficacité, une optimisation de ce qu'on cherche du développement de ces services, c'est la gouvernance. Le bottleneck de la mise en œuvre de ces gouvernances, parce qu'une vraie gouvernance, il faut qu'elle associe l'ensemble des acteurs. Pour franchir le bottleneck de la mise en place de cette gouvernance, effectivement, une des pistes, ça peut être de mettre en place plusieurs gouvernances à plusieurs échelles différentes. Ça peut être un moyen, on va dire, de s'assurer de l'inclusivité et de l'association de l'ensemble des parties prenantes, qui est absolument fondamental. Et le point de réussite, je m'en suis déjà ouvert un certain nombre de fois, c'est le développement des compétences. C'est-à-dire que je pense et je pousse pour chaque projet qui est porté par un bailleur de fonds ou par une autorité quelconque de développement des services, il faut qu'il y ait un volet de développement des compétences locales, de manière à s'assurer que progressivement, le projet corresponde effectivement aux bons besoins, qu'il soit complètement adapté aux besoins, aux besoins qu'on cherche, et surtout qu'il soit correctement opéré par la suite. Voilà. Donc la gouvernance, oui, et si on n'y arrive pas, une gouvernance à plusieurs niveaux, et le développement des compétences pour donc quelque chose pour une meilleure efficacité. Eh bien, merci beaucoup. Je vais repasser peut-être la parole à Patrice Conliadossia pour clore cette session, et je vous remercie à tous pour votre participation. Très vite, car on est déjà un petit peu en retard. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Wilfried et à tous les participants. Voilà, c'était un nouveau format qui est un format un petit peu différent de ce que nous faisons d'habitude, des webinaires ou bien des podcasts ou autres. C'est plus un atelier dans lequel nous tentons de, entre guillemets, vulgariser un certain nombre d'idées, donner un accès important sur, j'allais dire, les idées qui animent nos membres dans l'accès aux services essentiels. Donc, je serais ravi de vous retrouver sur ce format avec d'autres intervenants
dans les mois à venir. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas évidemment à aller sur notre site. Vous y retrouverez un grand nombre d'informations. Merci Wilfried, merci Rémi et Yoleni, à très bientôt. Merci à Bonne tous. journée. Au revoir.